Sur les rives tranquilles du fleuve Congo, là où l'eau parle à la forêt et où les arbres semblent écouter les pas des anciens, il y avait un village sans nom sur les cartes, mais connu de tous les alentours. Un village simple, fait de cases en banco, de palmiers fatigués, de voix fortes et d'histoires murmurées à la tombée du jour. C'est là que vivait Masika, une petite fille à la peau de bronze, aux cheveux toujours tressés, serrés et aux yeux grands, calmes, insondables. On disait dans le village, cette petite voit ce que les autres ne regardent même pas. Masika était orpheline. Ses parents avaient disparu dans un accident de pirogue alors qu'elle n'avait que 3 ans. Depuis ce jour, elle vivait avec Mémé Foula, sa grand-mère maternelle, une femme redoutée et vénérée à la fois. Mémé Foula, c'était plus qu'une grand-mère. C'était une guérisseuse, une veilleuse, une mémoire ambulante. Elle connaissait les feuilles qui calment les fièvres, les racines qui font accoucher, les graines qui parlent dans les rêves. Elle savait lire les corps, écouter les ventres, comprendre les silences. Quand on ne comprenait plus un mal, on allait chez elle. Et elle ne regardait pas d'abord le malade, elle regardait la lumière autour de lui. Sa case était modeste, mais différente. Il y régnait une odeur étrange de bois brûlé, de miel, de terre humide et de feuilles écrasées. Des calebasses suspendues, des sachets d'herbe accrochés au mur, des symboles tracés au sol avec de la cendre. Et au centre de tout cela, une lampe à pétrole, vieille, cabossée, mais toujours allumée au coucher du soleil. Mémé Foula l'appelait le souffle des mers. Chaque soir, quand le village s'endormait, Masika s'asseyait à côté de cette lampe, jambes croisées, carnet ouvert ou mains posées sur les genoux. C'était là que sa formation commençait. Mémé Foula ne lui parlait pas comme à une enfant, elle lui transmettait. Cette feuille-là, tu la froisses si l'enfant tousse. Ce son-là, c'est le cri du pingouin. Quand il crie, la pluie vient 3 jours plus tard. N'écoute pas seulement les mots, regarde comment les gens se respirent quand ils parlent. Et Masika écoutait tout. Elle ne posait presque jamais de questions. Elle apprenait par l'oreille, par les yeux, par le cœur. Le jour, elle aidait sa grand-mère à préparer les décoctions, à poser des cataplasmes, à trier les feuilles dans les lumières brûlantes. La nuit, elle revisait les recettes dans sa tête, se répétait les noms, les usages, les interdits. Elle ne courait pas comme les autres enfants et unanimement, ceux qui la croisaient dans les ruelles sablonneuses disaient « Cette fille-là, elle porte une lumière dans la poitrine ». Elle n'avait que 12 ans, mais on l'appelait déjà la petite des herbes. Elle ne luttait pas contre ce nom, elle l'acceptait. C'était sa place, sa mission, son fil d'or dans une tapisserie invisible que seules les femmes de la lignée savaient déchirer. Et chaque soir, quand Mémé Foula s'éteignait, les braises et murmuraient une prière en langue teke, Masika gardait les yeux ouverts. Un instant de plus, fixant la flamme tremblante de la lampe, comme pour en capter la dernière parole, le dernier secret. Parce qu'elle le sentait déjà sans vraiment comprendre. Un jour, cette flamme serait à elle et il faudrait qu'elle tienne, quoi qu'il arrive. La mort de Mémé Foula n'eut pas besoin d'être annoncée. Le village entier le comprit au silence qui tomba ce matin-là. Pas un coq ne chanta, pas un enfant ne courut. Même le fleuve, pourtant si bruyant à l'aube, semblait retenir son souffle. Masika avait 14 ans et pour la première fois, la lampe fut allumée sans la voix de Mémé Foula à côté. Elle s'était endormie la veille comme d'habitude, après avoir bu sa tisane amère. Mais cette nuit-là, son souffle s'était éteint sans bruit, pas de cri, pas de plainte, juste un départ, comme si elle savait que le moment était venu. Masika s'était levée avant le soleil. Elle avait découvert le corps de sa grand-mère, les mains posées sur sa poitrine, le visage serein. Et à côté d'elle, la lampe encore allumée comme une promesse. Elle ne pleura pas tout de suite. Elle s'agenouilla. Elle murmura les paroles de protection que Mémé lui avait enseignées.
Puis elle ferma les yeux de celle qui avait tout été pour elle, sa mère, sa grand-mère, son guide, sa mémoire. Pendant 3 jours, la case ne désemplit pas. On venait déposer un pagne, du sel, une calebasse. Les anciens chantaient, les femmes pleuraient. Mais au 4e jour, le deuil s'éloigna et Massika resta seule. Seule avec la lampe encore là, posée sur la table. Seule avec les livres de recettes écrits à la main en français et en langue teke, entre les taches d'huile et les pétales séchés. Seule avec les calebasses suspendues qui semblaient murmurer dans le vide. Les jours passaient et le monde changea. On parla d'un projet de modernisation du district. Des ingénieurs en chemise claire vinrent prendre des mesures. On parla de routes neuves, de logements sociaux, de relocation temporaire. On traça des lignes rouges sur les murs et on déclara que les cases en terre battue devraient être cassées. Mais on ne disait pas ça avec le respect des bâtisseurs. On le disait avec le mépris des gens pressés. Les anciens restaient silencieux, les jeunes riaient. Cette fille-là, elle croit que les plantes vont sauver le monde? C'est quoi ça? Sinon de la sorcellerie. Elle doit être comme ça vieille, des rituels, des choses qu'on ne voit pas. Le mot sorcellerie se glissa comme un poison dans les discussions. Il passa de bouche à bouche, il devint une rumeur, puis une âme. Massika devint une cible. On l'évitait au puits, on détournait les enfants, on se signait en le croisant. Mais elle restait dans la case, elle rangeait les feuilles, elle lisait les recettes, elle allumait la lampe chaque soir comme un acte de défi. Parce qu'elle savait ce que sa grand-mère lui avait laissé. Ce n'était pas seulement un savoir, c'était une responsabilité. Et même si le monde voulait tout moderniser, tout ranger, tout raser, il y avait des choses qu'on ne peut pas effacer parce qu'elles ne sont pas écrites sur les murs, mais dans les cœurs. Le village changeait, les poteaux électriques avançaient, les anciens restaient dans l'ombre et Massika restait là, dans la case de Mémé Foula, comme une racine qu'on ne pouvait pas arracher. On l'avait poussée à partir, elle avait dit non, on l'avait moquée. Elle avait baissé la tête, mais pas la flamme. Chaque soir, sans exception, elle allumait la vieille lampe à pétrole, le souffle tremblant. La mèche ajustée avec soin. C'était devenu un rituel, une fidélité, une promesse. Puis un soir, on frappa discrètement à sa porte. C'était une femme, jeune, fatiguée, inquiète. « Mon fils, il ne respire pas bien. On dit que l'hôpital est fermé. On dit que tu peux aider. » Elle hésitait, la peur dans les yeux, la honte aussi. Elle ne voulait pas que l'on la voie entrer là. Mais l'urgence est parfois plus forte que la réputation. Massika ouvrit la porte et fit entrer l'enfant. Elle le posa sur une natte et alluma la lampe. Puis elle sortit des feuilles de calabé, prépara une infusion, lui massa la poitrine avec une pâte à base de menthe sauvage et d'huile rouge. Elle murmura les paroles de sa grand-mère. Elle posa la main sur le front de l'enfant et attendit, en silence. Dès l'aube, l'enfant s'était redressé. Il buvait, il respirait. La mère pleura. Elle voulut payer, mais Massika refusa. Ce n'est pas un commerce, c'est un héritage. Quelques jours plus tard, un autre enfant arriva, fièvre étrange, traitement raté, puis une vieille avec une jambe infectée, puis un homme brûlé au bras par l'explosion d'un générateur. Et la case redevint vivante, pas bruyante, vivante. Les gens entraient par la nuit en silence, ils déposaient du manioc, des noix, du savon et repartaient guéris, soulagés, transformés. On ne parlait pas fort, on n'affichait rien, mais la lumière s'était remise à circuler. Ce n'était pas celle des lampadaires, mais celle de la flamme intérieure, celle qui éclaire doucement mais profondément. Et un jour, un ancien dit en passant, « La petite là, elle est plus que sa grand-mère, elle est la mémoire debout. » Et personne ne contesta. Il y a des savoirs qu'on ne peut pas remplacer, il y a des flammes qu'on ne peut plus éteindre. Les guérisons se multipliaient, visages s'éclairaient, à nouveau autour de la case de Massika, mais dans les bureaux climatisés de Brazzaville, d'autres lumières s'allumaient.
Des écrans, des plans, des promesses d'exploitation, car sur les rives du fleuve Congo, la terre vaut cher. Et ce petit village sans nom, posé face à l'eau, entouré de mangroves et de collines, était désormais sur leur liste, zone à fort potentiel touristique. Un jour, 3 4x4 débarquaient au village. En descendit des hommes en costume clair, lunettes de soleil, tablettes à la main. Ils étaient accompagnés d'un responsable régional, d'un géomètre et d'un officier de gendarmerie. Ils réunirent tout le village sous l'arbre du manguier. Le discours fut bien rodé. Mes chers amis, vous êtes assis sur un trésor. Nous voulons faire de cette zone un éco-village moderne. Il y aura des hôtels, des routes, des écoles, de l'emploi, mais pour cela, il faut céder temporairement le temps de reconstruire. Les papiers furent posés, des promesses formulées, un montant fut chuchoté, des signatures furent suggérées. Et dans sa case, Masika allumait sa lampe. Quand elle entendit le bruit dehors, elle sortit, ses pieds nus sur la terre rouge, son paille noué, ses mains tachées de décoction. Elle écouta, elle comprit, puis elle parla d'une voix calme. Ce sol contient les eaux de nos mers. Ce bois contient les secrets de nos ancêtres. Cette case contient une mémoire que vous ne pouvez pas acheter. On le regarda comme une perturbatrice. Tu es jeune, tu ne sais pas ce que tu refuses. Tu es en train de bloquer le progrès. Tu veux que le village reste dans la boue, mais elle resta droite. Je ne refuse pas le progrès, je refuse l'oubli. On le convoqua à la sous-préfecture. On lui demanda de signer un acte de cession de terrain qu'elle refusa bien évidemment. Les semaines suivantes, les menaces commencèrent. On l'appela sorcière, arrière, folle. Des graffitis apparurent sur sa case. On creva les seaux d'eau. On jeta des pierres pendant la nuit. Les habitants se taisaient. Certains l'admiraient en secret, d'autres la fuyaient par peur. Ils hésitaient entre la mémoire et la promesse d'un frigo. Et Masika, elle, resta là. Chaque soir, comme une résistance douce, comme une présence obstinée, parce qu'elle savait que quand les mondes s'affrontent, ce ne sont pas toujours les cris qui gagnent. Parfois, c'est juste la flamme qui ne tremble pas. Il était un peu plus de minuit quand cela se produisit. Le village dormait, le vent était léger, les palmiers remuaient à peine. Dans la case, Masika avait terminé de soigner une femme qui souffrait d'un mal de dos persistant. Elle venait de souffler dans une décoction encore chaude, assise près de la lampe comme tous les soirs. C'est le bruit des pas qui l'intrigua. 3, peut-être 4 hommes, aucun mot, juste des gestes rapides, des torches, de l'essence, un bidon et une allumette. En quelques secondes, la case s'embrasa. Le feu monta vite. Le toit de chaume craqua. Les feuilles suspendues s'embrasèrent. Les murs en banco commençaient à se fissurer. Masika n'eut le temps de se jeter dehors, enroulée dans une natte trempée. Elle ne cria pas. Elle resta là devant sa maison en flammes, le souffle court, les yeux secs. Les voisins sortirent. Certains observaient de loin, choqués, d'autres accoururent avec des seaux d'eau, mais il était trop tard, tout brûlait. Tout, sauf une chose. Au milieu de la cour, posée sur une pierre plate, devant l'entrée de la case, il y avait la lampe à pétrole de Mémé Foula intacte, la mèche encore allumée. Le feu avait tout ravagé, les murs, les fioles, les recettes, les étagères, mais la lampe, elle, était là, droite, stable, éclairant faiblement ce qui restait. Le silence tomba sur le village. Même ceux qui y doutaient restaient figés. Masika s'avança, les jambes noircirent par la cendre, les mains ouvertes de suie. Elle regarda la lampe. Ce qui est vrai ne brûle pas. Personne ne répondit. Les enfants se cachaient derrière leur mère. Les anciens baissaient les yeux. Les plus jeunes, jusque-là différentes, fixaient la scène sans comprendre comment une simple lampe avait résisté à un incendie. Ce soir-là, personne ne dormit. Le lendemain, une réunion fut organisée au pied du grand arbre. Pour la première fois depuis longtemps, les anciens prirent la parole. Ils parlaient de Mémé Foula, du rôle qu'elle avait joué autrefois, du savoir qu'elle avait gardé, du respect qu'elle avait inspiré à tous, même aux plus sceptiques. Ils dirent qu'ils s'étaient tus trop longtemps, qu'ils avaient laissé quelque chose d'important.
Les jeunes, eux, écoutaient, certains pour la première fois. Le chef du village arriva plus tard. Il annonça que le projet d'urbanisation serait suspendu. Une enquête allait être ouverte sur l'incendie et la case de Masika serait reconstruite avec l'aide de tous. Les mois passaient. Masika reconstruit sa case avec l'aide des villageois. Pas aussi grande qu'avant, mais plus solide. Chaque poutre, chaque mur, chaque objet posé avait une histoire. On venait l'aider, on lui apportait des plantes, des habits, des briques. Et peu à peu, elle n'était plus seulement la fille de la guérisseuse. Elle était devenue la gardienne de ce qu'on avait failli perdre. On peut détruire les murs. On peut voler les terres. On peut même brûler les cases. Mais on ne peut pas éteindre une lampe allumée dans le cœur. Le vrai héritage ne se mesure pas en objets ou en hectares. Il vit dans ceux qui refusent d'oublier, dans ceux qui transmettent quand tout le monde se tait, dans ceux qui restent quand tout le monde part. Et parfois, résister, ce n'est pas crier, ce n'est pas frapper, ce n'est même pas fuir. Résister, c'est simplement rester debout, la flamme à la main.